Eh bien, rebonjour, bienvenue sur la chaîne Le Fruit de la Vigne. Donc, nous allons continuer sur la partie hein, juste avant. Donc, on était sur la manière de raisonner, nos capacités à raisonner, donc ce sont les pensées. D'accord. Le propre de l'esprit est de produire de la pensée. La pensée, c'est la faculté de rassembler des informations, de raisonner à partir de ces informations et de traiter les informations. D'accord. C'est ce qu'on appelle dans le traitement de l'information, qui sera traité par la conscience, qui est l'outil même de la maturité. Voilà. Donc, les chercheurs ont beaucoup appris sur la perception en examinant des malades dont le cerveau avait subi des liaisons localisées dans les régions qui traitent l'information visuelle à la suite d'un traumatisme crânien ou d'un accident vasculaire. Certains de ces malades présentent des difficultés très spécifiques qui, mises en relation avec la localisation de leur liaison, permettent d'envisager la façon dont le cerveau procède pour construire la représentation perceptive. Alors, ces difficultés peuvent effectuer la capacité à déterminer les relations spatiales entre les objets. Le patient se trouve alors désorienté dans un monde visuel qui a perdu sa structure et sa continuité. Dans d'autres cas, c'est l'identification des objets qui devient impossible. Le patient peut détecter la présence d'un objet, décrire certaines de ses caractéristiques, sa taille, sa texture, sa couleur. Il peut même parfois le dessiner, mais il ne peut le reconnaître ni décrire sa fonction. Ce déficit est parfois limité à la reconnaissance d'une catégorie partielle, d'une catégorie particulière d'objets, les visages par exemple. Les états pathologiques nous montrent que la phase ultime de la perception, l'interprétation sémantique de la réalité, se fait à partir d'un traitement distribué dans plusieurs régions cérébrales. Je vous avais dit que là, on partait sur du lourd, on part sur du lourd. Et il faut partir sur du lourd pour pouvoir comprendre avec de la bonne nourriture solide en quoi on va pouvoir ensuite vraiment de plus en plus aborder ce qui est la Babylone la Grande et la prostituée. Donc de nouvelles techniques d'investigation sont apparues au cours des 20 dernières années qui permettent d'aborder ces questions chez le sujet normal plutôt que chez des patients. Il s'agit d'un ensemble de techniques dites de neuroimagerie fonctionnelle qui permettent d'analyser l'activité cérébrale d'un sujet au moment même où il tente de résoudre une tâche perceptive. Des images créées par l'imagination. Dieu nous a fait à son image. L'imagination, ça veut dire que la conscience, l'imagination est liée à votre conscience. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans un court instant, le passé, le futur, le présent vivent dans un même instant. Et votre travail à vous, c'est de produire moins de pensées. Mais quand vous projetez quelque chose vers l'avenir, dans l'instant présent, vous allez chercher ce qui était passé. Il y a un vécu passé qui, dans l'instant présent, va être projeté dans l'avenir et revenir dans l'instant présent, vous dire, voilà comment ça va se passer. La fin du monde est là. Ah oui, on l'a pensé à la Première Guerre mondiale, on l'a pensé à la Deuxième Guerre mondiale, on le pense pour la Troisième Guerre mondiale. Et oui. Donc, puisque nous créons des images grâce à notre imagination, en tout cas en fonction de notre imagination, les objets que nous avons vus, les scènes que nous avons vécues, les visages que nous connaissons peuvent facilement être rappelés ou revus par imagination. Si là, je vous demande de fermer les yeux, si maintenant je vous dis ne pensez pas à une vache verte, que vous le vouliez ou non, vous allez penser à une image verte. Pourquoi? Parce que votre cerveau, il n'est pas là pour faire ou ne pas faire. Lui, il transmet. Que ça soit oui ou non, lui vous envoie une image. D'accord? Donc, les visages que nous connaissons, effectivement, ils peuvent revenir. À un moment donné, vous avez un souvenir, c'est-à-dire une image qui s'était formée en vous,
Et cette image, à un moment donné, elle peut être plus ou moins intense. Hein. Donc cette expérience que les psychologues cognitifs appellent l'imagerie mentale correspond donc à la représentation non plus d'une réalité qui est devant nous sur le moment, mais d'une réalité passée ou plus simplement absente. L'absence de la statue de Nebuchadnezzar ou de la prophétie de Daniel ou des chérubins ou tout ça, peut-être que une simple lecture sans l'image, vous auriez plus une débordation à déborder d'imagination qu'aujourd'hui. Alors, ces images peuvent surgir spontanément dans notre esprit ou peuvent être créées par l'action de notre volonté. Là aussi, c'est important. Fermez les yeux et imaginez un joueur de tennis se préparant à lancer son service. L'image est très précise. Vous pouvez même zoomer sur tel ou tel détail de ses vêtements ou de sa raquette. Vous voyez, lorsqu'on étudie dans l'organisation des témoins de Jéhovah, nous avons des livres ou des tours de garde. Je sais pas si j'en ai une. Vous voyez, un petit peu chiffonné, mais bon. Et là, vaut-il la peine de vivre? Et là, on vous demandera de regarder de plus en plus sur le visage de la personne. Regardez comme elle est triste, les sourcils, le nez, la bouche. Et en fait, c'est comme ça que ça fonctionne aussi dans l'organisation. On agit aussi à partir de l'image, de manière à nous faire avoir une réaction. C'est comme ça que ça fonctionne, pour vous montrer un petit peu votre présent et votre avenir. Donc l'image est donc très précise. L'imagerie mentale fait partie du fonctionnement courant de la mémoire. Une partie de nos connaissances est bien sûr stockée dans notre mémoire sémantique sous forme verbale. Eh oui. Quelle est la capitale de Burkina Faso? Mais beaucoup d'autres sont stockées dans une forme imagée. Si l'on vous demande, par exemple, de décrire la différence entre les oreilles d'un chat et celles d'un ourson, le moyen que vous utiliserez pour rechercher cette information sera de vous représenter l'image de ces deux animaux et de voir la tête d'un chat avec ses oreilles pointues et celle d'un ours avec ses oreilles arrondies. Pour ce qui est de notre mémoire autobiographique, là où se trouvent nos souvenirs personnels, on peut même se demander si toutes les informations qu'elle contient ne sont pas stockées sous forme d'images. Les psychologues ont tenté, depuis de nombreuses années, de décrire les propriétés des images mentales. Une de leurs conclusions est que ces images se comportent comme des objets mentaux, qui possèdent une étendue spatiale, une rigidité et que l'on peut manipuler. Et j'avais vu une émission où on a fait croire, avant de continuer, j'avais vu une émission où il y avait une jeune fille, je crois, ou un garçon, bref, peu importe, ils ont inséré un souvenir, a été persuadée qu'elle avait vécu ça, alors que ça a été un souvenir qui lui a été inséré. Je répète, cette personne, on lui a introduit un souvenir. Elle se rappelait de tous les détails. Et quand on lui a dit qu'en fait, elle n'avait jamais vu que ça, c'est une pièce qu'on lui avait rapportée, c'est-à-dire on lui avait inséré une façon de percevoir, de concevoir ce souvenir, elle était persuadée que les mecs lui avaient menti, qu'elle l'avait véritablement vécu. Waouh! On peut tromper le cerveau, on peut tromper les yeux, ce qui veut dire qu'on peut tromper votre vigilance. Considérez l'expérience suivante. Vous commencez par observer, pour la mémoriser, la carte simplifiée d'une petite île, avec ses différentes caractéristiques. Une maison au centre, une plage au nord, un bouquet de palmiers à l'est, etc. On vous demande ensuite de fermer les yeux, de vous représenter l'image de l'île et d'imaginer que vous vous déplacez de la maison vers la plage ou de la plage vers le bouquet de palmiers. Vous indiquez le moment où vous êtes arrivé à la destination indiquée. Il apparaît dans cette expérience que le temps de parcours d'un point à un autre de la carte est proportionnel à la distance entre les deux points. L'opération mentale sur l'image de la carte se déroule en fait comme s'il s'agissait d'un parcours dans un espace réel. Eh oui. C'est un peu comme vous êtes dans le train,
Vous êtes là, ou même, on va prendre la voiture pour la plupart d'entre nous. Vous êtes en voiture, vous roulez. En fait, vous avez l'impression que le paysage défile, alors que le paysage ne bouge pas, il est figé. Mais c'est vous, en avançant, qui avez l'impression, puisque que c'est le paysage qui défile, vous voyez. Donc, vision intérieure et perception. Quelles sont donc les propriétés physiques des images mentales? On peut maintenant tenter de répondre à cette question grâce à la neuroimagerie, qui rend possible la réalisation d'images d'un cerveau en train d'imaginer. En train d'imaginer. On peut en effet enregistrer l'activité cérébrale d'un sujet lorsque d'une tâche d'imagerie visuelle, comme le test sur l'île décrit ci-dessus. À la surprise de ceux qui ont les premiers réalisé cette expérience, il y a une dizaine d'années, les zones cérébrales d'activité par l'imagerie mentale sont à peu près les mêmes que celles qui ont impliqué dans la perception visuelle. Le réseau activité comprend non seulement des zones associatives du cortex cérébral où sont traités les aspects sémantiques de l'image, mais aussi les zones du cortex visuel spécialisées dans le traitement de l'image rétinienne, y compris la zone de cortex visuel primaire où aboutissent les fibres en provenance de la rétine. Tout se passe, en somme, comme l'imagination visuelle était une perception stimulée. Pour créer une image mentale, il faut recréer la propriété physique de l'image perceptible. Cette découverte est peut-être moins surprenante qu'elle le paraît au premier abord. Les traces qui composent la mémoire, on le sait, sont situées dans les synapses, zones de contact entre deux neurones, qui ont été mises en jeu lors du traitement perceptif de l'objet ou de la scène mémorisée. Donc, dans le système visuel lui-même, c'est par la réactivité de ces synapses que le souvenir se reconstruit et retrouve la forme de l'image perceptive. Voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même au niveau des gouvernements, vis-à-vis de la mondialisation dans laquelle on est en train de rentrer depuis un moment, on était passé vers on va dire, on est dans une dictature silencieuse de toute manière. On est passé par, à un moment donné, par une forme de dictature douce. Là, elle se renforce un petit peu si vous n'obéissez pas. Et le but, effectivement, c'est qu'avec tous les moyens que l'on a, on peut soigner effectivement des êtres humains, on peut faire un tas de choses. Mais regardez, au fur et à mesure du temps qui passe, nos loisirs prennent plus de temps et on est prêt à laisser notre conscience de côté pour avoir plus de loisirs. Il n'est donc pas étonnant que des lésions touchant le cortex visuel, de même qu'elles peuvent affecter la perception et la reconnaissance des objets, peuvent aussi rendre impossible l'évocation d'images mentales. De toute manière, aujourd'hui, on est vraiment dans un combat visuel, dans un combat de réseau. Pourquoi il y a moins en moins de contact humain, ce qui permet aussi que quand on voit des vidéos sur la destruction des derniers orang-outans, des derniers éléphants, de tout ça, on ne le voit que par visio. Donc on l'imagine, mais on ne le vit pas. On serait sur place, je pense qu'on aurait une autre réaction, effectivement. Donc, de même, ils peuvent affecter la perception et la reconnaissance des objets, puisqu'on ne voit que des objets, en fait. On devient des produits et des objets. D'ailleurs, j'ai rien contre Philippe Estebetch, mais c'est vrai que quand on parle de nourriture, qu'est-ce qu'on dit? Tel produit, tel produit. Le cadavre qui est dans votre assiette n'est qu'un produit, en fait, qui vient vous nourrir. On n'a même plus l'idée de se dire que c'était un être, un être vivant. Aujourd'hui, ce n'est qu'un produit. Donc, comme les réseaux de la perception et de l'imagination ne sont pas entièrement superposables, la liaison peut d'ailleurs créer des dissociations. Certains patients peuvent ainsi être affectés au niveau de la perception, tout en conservant leur capacité à produire des images mentales. Ce qui a été fait dans la période de la Bible, où des personnes avaient l'imagination de créer des choses, d'avancer sur des choses, de créer. Regardez la civilisation romaine, elle nous a quand même amené des aqueducs. Alors regardez, je prends par exemple juste en Algérie, lorsque les Romains sont allés à l'époque au Maghreb, parce que c'était pas l'Algérie encore, eh bien, ils ont été d'Arbalou, ils ont créé des rigoles jusqu'à Bougie, tout ça.
hein. Ils ont fait des rigoles pour amener l'eau, hein, ce qui a permis d'avoir à peu près 200 mètres cubes seconde de l'eau, ce qui a permis d'avoir des arbres, des jardins, des puits et autres, hein. Vous voyez, la civilisation nous a quand même amené certaines choses. On est parti des maisons qui étaient peut-être en bottes de paille, voire après en bois, puis après devenir en pierre. Ça nous a permis de faire des routes aussi, hein. On a avancé au fur et à mesure. Après, il ne faudrait pas aller trop trop vite comme aujourd'hui on le fait, hein, et respecter la nature. Mais bon, en attendant, il y a eu quand même une grande civilisation qui s'est mise en place. Donc, comme les réseaux de la perception et de l'imagination ne sont pas entièrement superposables, la lésion peut d'ailleurs créer des dissociations. Certains patients peuvent ainsi être affectés au niveau de la perception tout en conservant leur capacité à produire des images mentales. La perte de l'imagerie seule est la plus rare. Le célèbre neurologue Jean-Martin Charcot en a décrit un cas. Il s'agissait d'un homme d'affaires qui, au cours d'un voyage, s'était aperçu brusquement qu'il ne pouvait plus évoquer de souvenirs visuels de sa famille ou de sa maison. Il avait perdu sa vision intérieure alors que sa perception était demeurée normale. Puis bon, il y a aussi le fait de... Il faut regarder les choses. Moi, j'avais 16 ans quand mon père est décédé, il en avait 42. Donc moi, à 16 ans, j'avais une perception de mon père qui était quelqu'un qui était âgé, quelque part. Il ne faut pas se leurrer, pour un jeune de 16 ans, on est des vieux. Et il est vrai que j'ai une perception de sa parole, j'ai une perception de son visage, et je perçois tout ça dans mes souvenirs. Et à un moment donné, quand j'avais été chez ma mère, on a regardé ensemble des photos comme ça de mon père. Sérieux, je ne l'ai pas reconnu. J'ai juste une photo de lui ici, une ou deux, et c'est vrai qu'on regarde les photos, je lui ai dit, ah bon, c'est papa ça? Elle m'a dit, bah oui, c'est ton père. Aucun souvenir. Pourquoi? Parce que déjà, moi, je suis plus vieux que lui, il l'a été. Donc ma perception n'est plus la même. Même si j'ai un souvenir de mon père, demain, on vous dit dans le nouveau monde, parce que c'est ce qu'on vous dit, le jour que va arriver le nouveau monde, vous allez pouvoir embrasser vos chers disparus. Ben, j'en sais rien, si déjà je pourrais embrasser mon père, est-ce qu'il sera sauvé ou pas? Bon, il se verra avoir quand même de nouvelles chances. Mais la question, c'est comment je vais pouvoir être face à lui, comment je vais pouvoir me reconnaître face à lui. Vous voyez, parce que je ne serai plus l'enfant et lui non plus. Parce qu'on se pose des tas de questions. L'imagination travaille. On sera tous les deux des hommes. Lui va voir un homme en face de lui, puis un enfant de 16 ans. Est-ce que je serais capable de le reconnaître? Je suis quasiment sûr que non. À moins que Jéhovah fasse quelque chose qui me... Ah ça, c'est ton papa. Vous voyez? Alors c'est vrai qu'il y aura des choses à expliquer à ces gens-là, le jour du millénium. Il faudra leur expliquer ce qui s'est passé et comment nous avons avancé avec la technologie, parce qu'ils seront complètement imaginés euh, des personnes comme Abraham, hein, comme Jacob, tout ça, des personnes qui ont vécu à leur époque aujourd'hui avec la technologie. Est-ce que cette technologie sera toujours conforme, en tout cas pas actuellement, parce qu'avant que le millénium se mette en route, à mon avis, la technologie va continuer à avancer de plus en plus rapidement. Et d'ici là, il faudra que l'humanité soit quasiment soumise à Satan, hein. Oui. Donc on voit bien à propos de l'imagerie mentale, la contribution unique et indispensable il y a seulement une vingtaine d'années que les techniques de neuroimagerie ont apporté à la connaissance du fonctionnement mental. On peut observer chez un sujet normal et de manière parfaitement inoffensive l'activité cérébrale au cours d'une activité purement mentale qui se déroule hors de la présentation visuelle du moindre stimulus et sans aucune manifestation comportementale visible. Alors, cette possibilité ouvre la voie à la compréhension des mécanismes de la pensée, mais aussi de l'affectivité. L'activité mentale serait donc liée à l'activation dynamique de réseaux cérébraux impliquant tout à tour ou simultanément les zones de langage, les régions spécialisées dans le traitement des informations sensorielles, visuelles, auditives, etc., ainsi que les régions mises en jeu lors des affects ou des émotions. Je reconnais qu'aujourd'hui, les émotions qui nous sont données et faites, hein, quand on est au collège central, lorsqu'on est dans l'organisation des témoins de Jéhovah, quand j'écoute, on étudie beaucoup plus l'Ancien Testament que le Nouveau, parce que j'ai toujours, moi c'est vrai que c'est ce que je dis à ma femme, j'ai toujours l'impression qu'on lit que l'Ancien Testament. Quand on doit lire la totalité de la Bible, moi j'ai passé 13 ans, et 13 ans et demi à peu près dans l'organisation,
Je ne me rappelle pas avoir lu un passage du Nouveau Testament. J'ai toujours eu l'impression qu'on a toujours lu de tout temps l'Ancien Testament. Et on a vraiment l'impression d'être le peuple d'Israël, alors qu'on n'est pas du tout israélien à la base. Ah oui, c'est quand même incroyable, quoi. On a vraiment l'impression d'être un simple outil, quoi. Donc les images mentales occuperaient une place importante dans cette activité. Le rêve, hein, activité mentale par excellence, nous expose chaque nuit à des images reconstituées à partir de fragments de souvenirs, qui à la fois nous sont familières et nous paraissent si étranges. Nous n'avons encore d'image du cerveau en train de rêver, mais nous savons maintenant que c'est du domaine du possible de rêver. Alors, l'étude de la perception et de l'imagination nous révèle que les images créées par les mécanismes du système visuel sont bien différentes de celles fabriquées par la main d'homme. Voilà Dieter, je répète Dieter. L'étude de la perception et de l'imagination nous révèle que les images créées par les mécanismes du système visuel sont bien différentes de celles fabriquées par la main de l'homme. Dans l'image artefact, nous l'avons vu en introduction de ce texte, la réalité physique de l'image et de ses propriétés sémantiques sont dissociables. Le même sens peut être représenté de plusieurs façons. Dans l'image créée par le cerveau, au contraire, les propriétés physiques et les propriétés sémantiques restent étroitement liées. Si la représentation mentale d'une image nécessite, comme l'ont montré les résultats de la neuroimagerie de réactivité, la même organisation cérébrale que lors de la perception, cela signifie bien que l'accès au sens de l'image résulte directement du traitement de ses propriétés physiques. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est qu'effectivement, les apports de l'imagerie cérébrale, les techniques qui existent aujourd'hui pour nous permettre de mieux comprendre le fonctionnement de notre cerveau, de nos pensées, de notre imagination. Et de plus en plus, vous remarquerez qu'on arrive à mieux comprendre ce qu'est la réalité. Tellement qu'aujourd'hui, ce que l'on voit autour de nous, que l'on prend pour une réalité, en fait, ne l'est pas. C'est notre véritable réalité existe dans la conscience intérieure. Voyez. Ce qui voudra dire que même si je prends une fleur, je la regarde, j'utilise mes sens, même olfactifs, je sens cette fleur, des empreintes de cette fleur viennent s'imprégner dans mon mental, l'odeur vient s'en imprégner, qu'à un moment donné, je passe à un endroit sans la voir, je sens cette odeur, c'est mon empreinte elle-même qui me transmet l'odeur que j'ai sentie qui était extérieure. Donc il y a beaucoup à dire, effectivement, et on va le dire, sur l'ensemble des technologies qui sont apparentes, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est ce qui s'est fait à l'époque sous le culte de l'image, on a commencé avec des simples images taillées. Mais ces images qui se taillent et sont taillées de plus en plus, rentrent de plus en plus sous d'autres formes, qui viennent justement à nous amener à réfléchir. Avec la technologie aujourd'hui, vous voyez, on a des images, on travaille beaucoup sur l'image. D'ailleurs, l'organisation travaille beaucoup sur l'image. Elle a un point important. Donc, il faut quand même y faire très attention. Donc, on en parlera sur pensez aux jours meilleurs à venir. Selon sa promesse et de Dieu, nous attendons un nouveau ciel et une nouvelle terre dans laquelle habitera la justice. Voilà. Donc, on attend ceci, mais pour l'instant, ce qui est dommage, c'est qu'on devrait profiter de vivre avec du bonheur maintenant. Parce qu'en attendant, tout le monde attend que Jésus revienne, tout le monde attend d'avoir les nouveaux cieux et la nouvelle terre, mais on entend qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui et maintenant. Est-ce qu'on attend que tout dégringole, tout soit abîmé? Non. On doit travailler, se fortifier, travailler ensemble pour justement ne pas laisser Satan continuer à tout détruire comme il le ferait. Si c'est vraiment lui qu'on a vraiment l'objectivité.
Voilà, mais ça, on en reparlera plus tard. Moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. On reste dans les continuités, n'est-ce pas? Au revoir.